À 9h tapante, le cornu franchissait les grilles de l'Élysée, une élégante mallette noire à la main, contenant non pas un simple dossier, mais une véritable bombe à fragmentation administrative. Il exigeait une entrevue immédiate avec le chef de l'État, invoquant une urgence budgétaire d'une brûlante priorité. Macron, fidèle à son assurance légendaire, l'accueillit dans son bureau avec le sourire satisfait de celui qui croit avoir verrouillé tous les leviers du pouvoir. « Mon cher Sébastien, lança le président en se levant, j'espère que cette première nuit à Matignon ne vous a pas noyé sous les dossiers. » Un clin d'œil complice, une poignée de main faussement chaleureuse, le cornu, lui, ne sourcilla pas. D'un geste ferme, il déposa sa mallette sur le bureau présidentiel, planta son regard dans celui de Macron et laissa tomber d'une voix pesante comme un couperet. « Asseyez-vous, Monsieur le Président. Ce que j'ai à vous dire ne souffre ni délai ni distraction. » Un ton grave, glacial, qui éteignit instantanément le sourire présidentiel. Pris de court, Macron s'assit sans mot dire. Le cornu, méthodique comme un horloger suisse, ouvrit sa mallette et étala devant lui une pile de documents épaisse comme un code fiscal, chaque feuille rangée avec une précision chirurgicale. « De quoi s'agit-il, Sébastien ?»« Il s'agit, avait répondu le cornu d'une voix parfaitement calme, de votre opération fusible et du fait que je refuse catégoriquement d'être votre bouc émissaire. » Le silence qui avait suivi était assourdissant. Macron était devenu livide. Comment le cornu pouvait-il connaître l'existence de cette opération? Comment avait-il découvert en si peu de temps ce qui devait rester absolument secret? Je ne comprends pas de quoi vous parlez, avait bégayé le président, tentant désespérément de reprendre contenance. Le cornu avait sorti le premier document de sa liasse et l'avait posé devant Macron. C'était une copie du plan original de l'opération fusible, avec les signatures d'Alexis Kohler et l'annotation manuscrite « validée et aimée » dans la marge. Vous ne comprenez pas? Alors permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire. Voici votre plan pour me faire porter la responsabilité de la catastrophe budgétaire française. Il avait sorti un deuxième document. Voici les vrais chiffres de la dette française, ce que vous cachez au Parlement et aux Français depuis des mois. Un troisième document. Voici les fausses projections que vous transmettez à Bruxelles pour tromper nos partenaires européens. Un quatrième. Et voici mes préférés, les courriels échangés hier entre vous et Alexis Kohler, où vous vous félicitez d'avoir trouvé le fusible parfait pour absorber l'impopularité des réformes à venir. Macron regardait les documents s'accumuler devant lui avec l'expression d'un homme qui voit sa vie s'effondrer en temps réel. Toute sa stratégie, tous ses mensonges, toutes ses manipulations étaient exposées au grand jour, avec preuve. La situation est complexe. Il y a des impératifs que vous ne comprenez peut-être pas. Complexe, avait explosé le cornu. Vous appelez cela complexe? Vous truquez les comptes publics, vous mentez aux Français, vous trahissez nos alliés européens et vous planifiez de me sacrifier pour sauver votre carrière. C'est dur de découvrir qu'on a consacré sa carrière à servir un homme qui considère la France comme son jouet personnel. Macron avait essayé de se ressaisir. Sébastien, calmez-vous, vous ne mesurez pas les enjeux. Les enjeux? Le cornu avait ri. Je les mesure parfaitement. L'enjeu, c'est votre survie politique, et vous êtes prêt à détruire n'importe qui pour l'assurer. Il était retourné s'asseoir en face du président et avait sorti une dernière liasse de documents qu'il avait posée avec un bruit sec sur le bureau. Voici ma réponse à votre opération fusible. Un dossier de 300 pages qui documente cette année de mensonges présidentiels. Toutes vos promesses non tenues, tous vos chiffres truqués, toutes vos manipulations de l'opinion publique. Avec preuves, témoignages et documents officiels. Macron avait parcouru les premières pages et son teint était devenu de plus en plus blême. Ce dossier contenait de quoi le détruire politiquement de manière définitive. « Qu'est-ce que vous voulez ?» avait-il murmuré d'une voix brisée. Le cornu s'était penché vers lui, et quand il avait parlé, sa voix était d'acier trempé. « Je veux votre démission de la présidence de la République. Vous avez 24 heures pour l'annoncer. Passé ce délai, je rends public l'intégralité de ce dossier. » L'ultimatum était tombé comme un couperet. Macron avait tenté de protester, de négocier, de gagner du temps, mais le cornu était inflexible. Il avait récupéré ses documents,
les avait rangés dans sa mallette et était parti en laissant le président seul avec ses mensonges et ses terreurs. « 24 heures, Monsieur le Président », avait répété le cornu en se dirigeant vers la porte. Après cela, c'est moi qui fixerai les règles du jeu. 2 heures plus tard, à 11h30 précise, le cornu convoquait la presse française et internationale dans la salle des fêtes de Matignon. Les journalistes, intrigués par cette convocation urgente, s'attendaient à une déclaration de politique générale classique. Ils allaient vivre l'une des plus grandes surprises de leur carrière. Le cornu est entré dans la salle avec une assurance tranquille qui contrastait avec l'agitation fébrile des médias. Il s'est installé derrière le pupitre, a posé devant lui une chemise rouge qu'il n'avait pas ouverte et a regardé l'assistance pendant plusieurs secondes avant de prendre la parole. « Mesdames et messieurs les journalistes, je vous ai convoqué ce matin pour vous annoncer ma démission du poste de Premier ministre. Après exactement 24 heures d'exercice. » Un murmure stupéfait avait parcouru l'assemblée. Les caméras s'étaient tendues vers lui. Les journalistes avaient sorti leur téléphone, sentant qu'ils assistaient à un moment historique. « Cette démission, avait continué le cornu, n'est pas liée à un désaccord politique ordinaire. Elle est la conséquence de découvertes qui engagent l'avenir de notre démocratie. » Il avait ouvert sa chemise rouge et en avait sorti le premier document. Hier, en prenant mes fonctions, j'ai eu accès à des informations que je me dois de partager avec vous et avec les Français. Des informations sur la vraie situation de notre pays que l'Élysée cache délibérément depuis des mois. Pendant 45 minutes, le cornu avait déroulé méthodiquement tous les mensonges de l'ère Macron. Les vrais chiffres de la dette française cachés au Parlement, les fausses projections transmises à Bruxelles pour tromper l'Union européenne, les engagements budgétaires bidons pris avec le Fonds monétaire international, l'ampleur de l'endettement caché des entreprises publiques, mais surtout, il avait révélé l'existence de l'opération Fusible, expliquant comment Macron avait planifié de l'utiliser comme bouc émissaire pour masquer sa propre responsabilité dans la catastrophe budgétaire. Je découvrais, expliquait-il à l'assistance médusée, que j'avais été nommé non pas pour servir la France, mais pour servir de fusible jetable à l'ambition personnelle du président de la République. Les révélations se succédaient avec la précision d'un réquisitoire. Le cornu citait des documents, des courriels, des témoignages. Il montrait des captures d'écran, des rapports confidentiels, des échanges entre conseillers de l'Élysée. Tout était documenté, vérifié, indiscutable. Face à ces découvertes, avait-il conclu, je ne pouvais pas cautionner ce système. Je ne pouvais pas accepter d'être complice de cette tromperie généralisée. C'est pourquoi je remets ma démission. Et c'est pourquoi je demande solennellement au président de la République d'assumer ses responsabilités en démissionnant à son tour. En quelques heures, les révélations de Le Cornu faisaient les gros titres de tous les médias européens. CNN, BBC, Der Spiegel, tous les grands réseaux internationaux reprenaient l'information. « Le plus grand scandale politique français depuis l'affaire Dreyfus », titrait le Financial Times. À l'Élysée, c'était la panique totale. Les conseillers de Macron couraient dans tous les sens, tentant désespérément de limiter les dégâts. Mais comment démentir des documents officiels? Comment nier des courriels authentifiés? Comment contrer des chiffres provenant de leurs propres services? Macron avait bien tenté une contre-attaque. À 18h, il s'était exprimé depuis l'Élysée, accusant le cornu de trahison et de manipulation. Mais son discours sonnait faux. Face aux preuves accablantes produites par son ancien premier ministre, ses dénégations paraissaient pathétiques. L'opinion publique, elle, s'était retournée comme un seul homme. Les sondages montraient une chute vertigineuse de la confiance envers Macron. 60% des Français estimaient qu'il avait trahi sa mission présidentielle. Les manifestations réclamant sa démission se multipliaient dans toutes les grandes villes. Mais le coup de grâce était venu de Bruxelles. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, avait convoqué une réunion d'urgence pour examiner les révélations sur les falsifications françaises. Pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, un État membre était officiellement accusé d'avoir menti à ses partenaires sur sa situation budgétaire. La confiance est brisée, avait déclaré von der Leyen lors d'une conférence de presse à Bruxelles. L'Union européenne ne peut pas fonctionner si ses membres lui transmettent délibérément de fausses informations. Les conséquences étaient immédiates et dramatiques. L'euro chutait face au dollar. Les marchés financiers français s'effondraient.
L'agence de notation Standard & Poor's dégradait la note souveraine de la France et dans les capitales européennes, les partenaires de la France exprimaient leur profonde déception face aux révélations de Lecornu. Face à cette avalanche, Macron n'avait plus le choix. Le soir du 11 décembre, soit exactement 24 heures après l'ultimatum de Lecornu, il annonçait sa démission de la présidence de la République française dans un discours télévisé pathétique. L'homme qui s'était cru jupitérien, au-dessus des contingences démocratiques ordinaires, apparaissait maintenant pour ce qu'il était. Un politicien fini, démasqué, humilié par sa propre suffisance. « Je prends acte, disait-il d'une voix brisée, de la perte de confiance exprimée par une partie des Français et de nos partenaires internationaux. Dans l'intérêt supérieur de la République, je remets ma démission entre les mains du Conseil constitutionnel, conformément à l'article 7 de notre Constitution. » Sébastien Lecornu regardait ce discours depuis son bureau de Matignon qu'il n'avait occupé que 24 heures, mais qui avait suffi à changer le cours de l'histoire française. Il avait gagné. Il avait sauvé la démocratie française de son principal prédateur. Mais sa victoire avait un goût amer. En détruisant Macron, il avait aussi révélé au grand jour l'ampleur de la crise française. Les vrais chiffres, désormais publics, plongeaient le pays dans l'incertitude. Les partenaires européens réclamaient des comptes et des réparations. La France devrait négocier un plan de redressement humiliant. Lecornu le savait. Il avait fait ce qu'il devait faire. Mais le prix serait énorme. La France mettrait des années à se remettre des mensonges de l'ère Macron. Mais au moins, elle pourrait le faire dans la vérité et la dignité retrouvée. Aujourd'hui, quand on évoque les 24 heures qui ont changé la France, on parle du jour Lecornu. 24 heures pendant lesquelles un homme intègre a préféré sacrifier sa carrière plutôt que de cautionner un système fondé sur le mensonge. 24 heures qui ont prouvé que, dans une démocratie, il suffit parfois d'un seul homme probe. Emmanuel Macron avait cru trouver en Lecornu l'instrument parfait de sa survie politique. Il avait créé lui-même les conditions de sa propre destruction en donnant à Lecornu accès à tous les secrets d'État. Il lui avait fourni toutes les armes nécessaires pour l'anéantir. C'est là l'ultime ironie de cette histoire extraordinaire. Le plus court mandat de premier ministre de l'histoire française aura été le plus déterminant. 24 heures ont suffi à un homme d'honneur pour comprendre l'ampleur de la corruption et trouver le courage de la dénoncer au monde entier. Sébastien Lecornu n'aura été premier ministre qu'une journée, mais cette journée aura sauvé la République française. 24 heures, c'est tout ce qu'il a fallu à Sébastien Lecornu pour faire trembler l'Élysée sur ses fondations et plonger Emmanuel Macron dans le plus grand choc de sa présidence. Hier matin, Lecornu était nommé premier ministre dans une cérémonie officielle. Aujourd'hui, il remettait sa démission avec un sourire énigmatique qui glaçait le sang du président. Mais que s'est-il passé dans ces 24 heures qui ont changé le cours de l'histoire politique française? Ce que vous allez découvrir dépasse tout ce que l'on peut imaginer dans les couloirs du pouvoir. Personne, absolument personne, ne s'attendait à ce qui allait se passer ce matin-là du 10 décembre. Pas même l'entourage présidentiel, qui savourait déjà cette nomination stratégique, et certainement pas Lecornu lui-même, qui ignorait encore dans quel piège on venait de le faire tomber. Tout a commencé la veille dans le bureau ovale de l'Élysée. Emmanuel Macron faisait les 100 pas devant la fenêtre, observant les jardins où des journalistes attendaient l'annonce officielle. Ses conseillers étaient rassemblés autour de la grande table. Alexis Collaert, le secrétaire général fidèle depuis 8 ans, Bruno Roger-Petit, le conseiller en communication qui orchestrerait chaque virgule des discours présidentiels, et Stéphane Séjourné, l'homme de l'ombre qui connaissait tous les secrets de l'Élysée. Tous affichaient la satisfaction particulière des courtisans qui viennent de résoudre un problème majeur. François Bayrou était tombé sur un vote de censure 3 jours plus tôt, laissant la France dans une crise gouvernementale sans précédent. Les manifestations se multipliaient dans les rues. Les syndicats appelaient à la grève générale et l'opinion publique réclamait des comptes. Il fallait un nouveau premier ministre, et vite. Sébastien Lecornu est le choix parfait, expliquait Collaert en consultant ses notes. Loyal depuis toujours, il connaît les dossiers de défense et surtout, il avait marqué une pause significative. Il ne posera pas de questions embarrassantes sur les chiffres budgétaires. Macron avait souri. C'était exactement ce qu'il voulait entendre. Lecornu était prévisible, malléable, parfaitement contrôlable.
L'ancien ministre de la Défense avait toujours obéi aux directives présidentielles sans broncher. Il ne risquait pas de découvrir ce que l'Élysée cachait depuis des mois. « Parfait », murmurait Macron en ajustant sa cravate. « Sébastien comprend les règles du jeu. Il exécutera nos décisions sans créer de vagues. » Roger Petit avait sorti son téléphone. « Monsieur le Président, les médias attendent l'annonce officielle. Comment présentez-vous la nomination? » « Expérience, loyauté, continuité », avait répondu Macron machinalement. Un homme de confiance pour traverser cette période difficile. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'à quelques kilomètres de là, dans son bureau du ministère de la Défense, Lecornu venait de recevoir un appel qui allait pulvériser tous leurs plans. L'appel était arrivé à 16h47 précise. Lecornu finalisait ses derniers dossiers avant sa nomination officielle quand son téléphone personnel avait vibré. Un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Mais quand il avait décroché, la voix au bout du fil l'avait immédiatement glacé. « Sébastien, c'est Jacques Chirac. Il faut absolument que nous parlions avant ta nomination officielle. Ce soir, chez moi, 20h, et viens seul. » Lecornu avait failli lâcher son téléphone. « Jacques Chirac, l'ancien président, officiellement retiré de la vie politique depuis des années. Que pouvait-il bien lui vouloir? Et surtout, comment avait-il su pour la nomination qui n'était même pas encore annoncée? » Sébastien, avait dit la voix fatiguée mais encore ferme de Chirac, ce que Macron s'apprête à te faire subir dépasse l'imagination. Avant que tu acceptes ce poste, il y a des choses que tu dois absolument savoir. Des choses qu'il ne te dira jamais. Le rendez-vous avait été fixé dans la résidence privée de Chirac, boulevard Saint-Germain. Un lieu discret, loin des caméras et des oreilles indiscrètes. Quand Lecornu était arrivé à 20h précises, il avait trouvé l'ancien président installé dans son bureau, entouré de dossiers et de documents qu'il semblait étudier depuis des heures. « Jacques, que se passe-t-il » avait demandé Lecornu en s'asseyant en face de son mentor. Chirac n'y était pas allé par quatre chemins. Il avait sorti un dossier épais, marqué d'un tampon rouge « Secret défense », qu'il avait poussé vers Lecornu avec la gravité d'un homme qui s'apprête à révéler un secret d'État. Ce dossier contient la vraie situation financière de la France. Pas celle que Macron présente au Parlement, pas celle qu'il communique aux médias, mais la réalité brute des chiffres que même ses ministres ne connaissent pas. Lecornu avait ouvert le dossier et parcouru les premières pages. Ce qu'il y lisait lui glaçait le sang. La dette française ne s'élevait pas à 110% du produit intérieur brut comme annoncé officiellement, mais à près de 180% si l'on comptait les engagements cachés. Les déficits des entreprises publiques, minorés dans les comptes officiels, représentaient à eux seuls l'équivalent de 400 milliards d'euros de passifs non provisionnés. « Mon Dieu !» avait murmuré Lecornu. « Comment est-ce possible ?»« Il y a pire !» avait continué Chirac en tournant plusieurs pages. « Regarde les projections pour 2026. Si rien ne change, la France sera techniquement en faillite dans 18 mois. Nos partenaires européens l'ignorent parce que Macron leur transmet délibérément de faux chiffres. » Lecornu découvrait page après page l'ampleur de la désinformation organisée par l'Élysée. Les rapports transmis à Bruxelles ne correspondaient à aucune réalité comptable française. Les engagements pris auprès du Fonds monétaire international étaient basés sur des projections entièrement fictives. La France mentait à ses alliés depuis des mois pour masquer l'effondrement de ses finances publiques. Mais ce n'était pas le plus choquant. Au milieu du dossier, Lecornu était tombé sur un document qui l'avait fait bondir de sa chaise. Un plan détaillé, daté de 3 semaines plus tôt, intitulé « Opération fusible, gestion de la crise budgétaire par nomination stratégique d'un Premier ministre ». « Ils ont planifié de me sacrifier », avait-il balbutié incrédule. Chirac avait hoché la tête gravement. « Tu étais désigné pour être le bouc émissaire parfait. Dans 3 semaines, Macron t'aurait fait découvrir ces chiffres catastrophiques. Tu aurais dû exprimer ton choc en public, présenter un plan d'austérité draconien, devenir impopulaire, puis démissionner sous la pression. Et Macron serait revenu en sauveur providentiel. Lecornu aurait été utilisé comme un fusible, absorbant toute l'impopularité des mesures nécessaires avant d'être jeté comme un mouchoir usagé. Macron se serait maintenu au pouvoir en sacrifiant son premier ministre sur l'autel de sa survie politique. « Pourquoi me révélez-vous tout cela ?» avait demandé Lecornu, encore sous le choc.
L'ancien président s'était levé péniblement et était allé se poster devant la fenêtre qui donnait sur les lumières de Paris. « Parce que j'ai consacré ma vie à servir cette République, et je ne peux pas laisser un homme comme Macron la détruire par cynisme. Et parce que je te connais, Sébastien, tu es un homme intègre. Tu mérites de savoir dans quel piège on essaie de te faire tomber. » Cette nuit-là, le cornu n'avait pas fermé l'œil. Il était rentré chez lui avec une copie du dossier Chirac et avait passé des heures à éplucher chaque document, chaque chiffre, chaque projection. Plus il lisait, plus sa colère montait. Non seulement Macron lui mentait effrontément, mais il planifiait de le sacrifier de la manière la plus lâche qui soit. Vers 3 heures du matin, le cornu avait pris une décision qui allait changer le cours de l'histoire politique française. Si Macron voulait jouer au plus malin, il allait être servi. Mais cette fois, c'est lui qui fixerait les règles du jeu. Le lendemain matin, lors de la cérémonie de nomination, le cornu avait joué son rôle à la perfection. Sourire de circonstance, poignée de main chaleureuse avec Macron, déclaration convenue sur l'honneur de servir la France. Mais intérieurement, il bouillait. Il savait exactement ce qu'il attendait, et il avait déjà, dès son arrivée à Matignon, mis son plan en action. Officiellement, il demandait simplement à consulter les dossiers budgétaires, ce qui était parfaitement normal pour un nouveau Premier ministre. Officieusement, il voulait constituer un dossier à charge contre Macron en utilisant les ressources de l'État. Sa première demande avait surpris ses collaborateurs. « Je veux tous les documents sur les véritables finances françaises. Pas les versions édulcorées, pas les synthèses pour la presse. Les vrais chiffres, avec tous les engagements hors bilan. » Son directeur des cabinets, Michel Caneuve, ancien énarque rompu aux arcanes budgétaires, avait sourcillé. « Monsieur le Premier ministre, certains de ces documents sont classifiés. »« J'ai l'habilitation la plus élevée de la République après le président », avait coupé le cornu. « Je veux tout voir. Tout. » En quelques heures, les bureaux de Matignon s'étaient transformés en centre de crise. Les dossiers s'accumulaient sur la table de travail de Le Cornu. Projections budgétaires réelles, endettement caché des entreprises publiques, engagements internationaux non provisionnés, déficit masqué des collectivités locales. L'ampleur de la catastrophe dépassait même les révélations du dossier Chirac. Mais Le Cornu ne s'arrêtait pas là. Il avait aussi demandé quelque chose d'inédit. L'historique complet des communications officielles de l'Élysée. Tous les discours, toutes les déclarations, tous les chiffres annoncés publiquement par Macron et son entourage. « Vous voulez faire une analyse de cohérence ?» avait demandé Caneuve, intrigué. « Quelque chose comme ça », avait répondu Le Cornu avec un sourire énigmatique. En réalité, Le Cornu constituait méticuleusement un dossier qui documentait cette année de mensonges présidentiels. Chaque promesse non tenue, chaque chiffre truqué, chaque arrangement avec la vérité. Il avait l'intention de démontrer que l'administration Macron reposait intégralement sur la désinformation systématique. L'après-midi même, il avait fait une découverte qui l'avait révolté au plus haut point. Dans les archives de correspondance entre l'Élysée et Matignon, il était tombé sur un échange de courriels datant de la veille entre Macron et son directeur de cabinet. « Sébastien est parfait pour le rôle », écrivait Alexis Kohler. « Suffisamment loyal pour ne pas brancher au début, suffisamment intègre pour que sa chute paraisse crédible quand nous révélerons les vrais chiffres. » La réponse de Macron était d'un cynisme glaçant. Excellente analyse. Sa réputation d'honnêteté rendra sa démission d'autant plus efficace pour nous dédouaner. Prépare le calendrier de l'opération fusible. Le Cornu serrait les poings en lisant ces mots. Il parlait de lui comme d'un objet, d'un instrument jetable, destiné à absorber leur impopularité. Pour Macron, il n'était même pas un homme politique respectable, juste un fusible humain qu'on ferait sauter au bon moment. Cette découverte avait achevé de le convaincre. Il ne pouvait pas, il ne devait pas laisser passer ça. Pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui, après lui, subiraient le même traitement. Pour tous ces serviteurs de l'État que Macron considérait comme des pions sur son échiquier personnel. Le soir même, Le Cornu avait convoqué une réunion avec ses plus proches collaborateurs. Officiellement, c'était un briefing sur les priorités du nouveau gouvernement. Officieusement, c'était une déclaration de guerre à l'Élysée. « Mesdames et messieurs », avait-il commencé en s'asseyant au bout de la longue table de la salle du Conseil.
Ce que je vais vous demander va vous surprendre. Je veux que vous me prépariez un rapport complet sur les incohérences de la politique gouvernementale depuis 2017. Cazeneuve avait froncé les sourcils. Un audit de gestion, Monsieur le Premier ministre? Je veux les preuves de tous les mensonges, de toutes les dissimulations, de toutes les manipulations de l'opinion publique. Le silence était tombé sur la salle. Jamais un premier ministre n'avait demandé un tel dossier sur le président qui venait de le nommer. C'était du jamais vu dans l'histoire de la Ve République. La conseillère en communication avait osé demander « Puis-je vous demander l'objectif de ce travail? » Le cornu avait souri, mais ce sourire n'avait rien de rassurant. L'objectif? Donner à Emmanuel Macron exactement ce qu'il mérite. Cette nuit-là, c'était l'effervescence dans les bureaux de Matignon. Les équipes de Le Cornu travaillaient d'arrache-pied, épluchant des années d'archives, vérifiant des milliers de documents, recoupant des déclarations et des témoignages. Ils reconstituaient pièce par pièce le puzzle de la désinformation macroniste. Et quel puzzle! Effarant. Une année de mensonges méthodiques, les chiffres du chômage artificiellement minorés, les promesses électorales abandonnées sans explication, les réformes présentées comme sociales alors qu'elles étaient antisociales, les succès diplomatiques inventés de toutes pièces, les bilans économiques systématiquement maquillés. Le Cornu avait entre les mains de quoi faire tomber non seulement Macron, mais tout l'édifice de communication présidentielle construit depuis. 2300 pages de révélations explosives, documentées, vérifiables, irréfutables. Pendant ce temps, à quelques centaines de mètres de là, Emmanuel Macron dormait paisiblement dans ses appartements présidentiels. Convaincu d'avoir réglé ses problèmes en nommant Le Cornu, il ignorait qu'il venait de commettre la plus grave erreur de sa carrière politique. Le matin du 11 décembre, Le Cornu s'était réveillé avec la satisfaction du devoir accompli. Son dossier était prêt. 300 pages de révélations explosives, documentées, vérifiées, irréfutables. De quoi pulvériser définitivement la crédibilité de Macron et de son entourage. Mais ce n'était pas tout. Le Cornu avait aussi préparé sa sortie. Pas question de démissionner discrètement comme un ministre ordinaire, non. Il allait frapper un grand coup. Un coup qui marquerait l'histoire politique française. À 9 heures précises, il s'était présenté à l'Élysée avec son dossier sous le bras. Il avait demandé à voir Macron immédiatement, prétextant une urgence nationale. Le président l'avait reçu dans son bureau avec le sourire confiant de celui qui croit contrôler la situation. « Sébastien, mon cher Premier ministre, j'espère que votre première nuit à Matignon s'est bien passée. » Le Cornu avait posé son dossier sur le bureau présidentiel et avait regardé Macron droit dans les yeux. « Monsieur le Président, nous devons parler sérieusement. » Le ton était si grave que Macron avait immédiatement cessé de sourire. Il avait jeté un coup d'œil au dossier, puis avait relevé la tête vers Le Cornu avec une expression soudain méfiante. « De quoi s'agit-il? » « Il s'agit, avait répondu Le Cornu d'une voix parfaitement calme, de votre opération fusible et du fait que je refuse d'être votre bouc émissaire. » Le silence qui avait suivi était assourdissant. Macron était devenu livide. Comment Le Cornu pouvait-il être au courant? Comment avait-il découvert si vite ce qui était censé rester secret? « Je ne vois pas de quoi vous parlez, » avait bégayé le président. Le Cornu avait ouvert son dossier et sorti une liasse de documents qu'il avait étalés sur le bureau. « Vraiment? Alors peut-être que ces documents vont rafraîchir votre mémoire. Voici le plan de l'opération fusible avec votre signature. Voici les vrais chiffres de la dette française que vous cachez depuis des mois. Voici les faux documents que vous avez transmis à Bruxelles. Et voici. » Il avait sorti une dernière feuille qu'il avait posée devant Macron comme on pose un ultimatum. « Le brouillon de votre discours prévu pour ma démission. » Sébastien Le Cornu avait eu le courage de dire la vérité. Vraiment touchant. Macron était effondré. Toute sa stratégie venait de voler en éclats. Le Cornu avait tout découvert, possédait toutes les preuves. La partie était terminée avant même d'avoir commencé. « Qu'est-ce que vous voulez ?» avait-il murmuré, la voix brisée. Le Cornu s'était levé, avait rajusté sa veste et sourit pour la première fois depuis le début de l'entretien. « Je veux votre démission, Monsieur le Président. Pas la mienne, la vôtre. » L'ultimatum était tombé comme un coup. Le Cornu donnait 48 heures à Macron pour annoncer sa démission.
faute de quoi il rendrait public l'intégralité du dossier. « Vous n'oserez jamais », avait tenté Macron. « Ce serait déstabiliser toute la République. » « Au contraire », avait répliqué Le Cornu, « ce serait la sauver de vous. » Et sur ces mots, il était parti, laissant Macron seul avec ses mensonges et ses remords. 2 heures plus tard, Le Cornu convoquait une conférence de presse extraordinaire à Matignon. Face aux journalistes médusés, il annonçait sa démission du poste de Premier ministre après exactement 24 heures d'exercice. Mais ce n'était pas une démission ordinaire, c'était un réquisitoire implacable contre Emmanuel Macron et sa gestion du pays. Pendant 45 minutes, Le Cornu avait déroulé, preuve à l'appui, tous les mensonges, toutes les manipulations, toutes les trahisons de l'ère macroniste. Il avait révélé l'opération fusible, exposé les vrais chiffres de la dette, dénoncé les falsifications transmises à l'Europe. Il avait montré comment Macron avait transformé la présidence française en monarchie personnelle, sacrifiant l'intérêt national sur l'autel de ses ambitions politiques. « Je ne peux pas », avait-il conclu. « Je ne peux pas servir un homme qui a fait de la France le jouet de ses calculs personnels. Je ne peux pas cautionner un système qui repose sur le mensonge permanent et la manipulation de l'opinion. C'est pourquoi je démissionne. Et c'est pourquoi je demande solennellement au président de la République de faire de même. » Les faits avaient été foudroyants. En quelques heures, les révélations de Le Cornu faisaient le tour de l'Europe. Les médias internationaux titraient sur le plus grand scandale politique français depuis l'affaire d'Urba. Les marchés financiers s'affolaient, l'euro chutait, et à l'Élysée, c'était la panique totale. Macron avait bien tenté de résister, de nier, de minimiser, mais les preuves étaient accablantes et l'opinion publique était retournée comme un gant. En 48 heures, sa cote de confiance s'était effondrée de 40 points. Les manifestations réclamant sa démission se multipliaient dans toutes les grandes villes françaises. Le coup de grâce était venu de Bruxelles. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait convoqué une réunion d'urgence pour examiner les révélations sur les falsifications françaises et menacé de suspendre la France de ses institutions si Macron ne partait pas. Face à cette avalanche, le président n'avait eu d'autre choix que de céder. Le 13 décembre 2025, soit exactement 72 heures après la nomination de Le Cornu, Emmanuel Macron annonçait sa démission de la présidence de la République française. Son discours d'adieu était pathétique. L'homme qui s'était cru au-dessus des lois démocratiques, qui avait pensé pouvoir manipuler le peuple français indéfiniment, qui avait sacrifié l'honneur national sur l'autel de sa survie politique, apparaissait maintenant pour ce qu'il était. Un politicien fini, démasqué, humilié. « Je prends acte, disait-il d'une voix brisée, des révélations de ces derniers jours. Je prends acte de la perte de confiance des Français. Dans l'intérêt supérieur de la République, je remets ma démission entre les mains du Conseil constitutionnel. » Sébastien Le Cornu regardait ce discours depuis son bureau de Matignon, qu'il n'avait occupé que 24 heures, mais qui lui avait suffi pour changer l'histoire de France. Il avait gagné. Il avait sauvé la démocratie française de son principal prédateur. Mais sa victoire avait un goût amer, car en détruisant Macron, il avait aussi révélé au grand jour l'ampleur de la crise française. Les vrais chiffres de la dette, maintenant publics, plongeaient le pays dans la récession. Les partenaires européens, découvrant l'étendue des mensonges français, réclamaient des réparations financières. La France se retrouvait isolée, affaiblie, contrainte de négocier un plan de sauvetage humiliant avec le Fonds monétaire international. Le Cornu le savait. Il avait fait ce qu'il devait faire, mais le prix à payer serait énorme. La France mettrait des années à se remettre de l'ère Macron et de ses mensonges. Mais au moins, elle pourrait le faire dans la vérité et la dignité retrouvée. Aujourd'hui, quand on évoque les 24 heures qui ont changé la France, on parle du jour Le Cornu. 24 heures pendant lesquelles un homme intègre a préféré sacrifier sa carrière plutôt que de cautionner un système corrompu. 24 heures qui ont prouvé que, dans une démocratie, la vérité finit toujours par triompher du mensonge. Emmanuel Macron pensait avoir trouvé en Le Cornu l'instrument parfait de sa survie politique. Il avait créé les conditions de sa propre chute. En voulant utiliser un homme d'honneur comme fusible, il avait donné à cet homme toutes les armes nécessaires pour le détruire. C'est cela, l'ultime ironie de cette histoire extraordinaire. Le plus court mandat de Premier ministre de l'histoire française aura été le plus décisif.
24 heures qui ont suffi à un homme pour prendre la mesure de la corruption et trouver le courage de la dénoncer au monde entier. Et quand l'histoire jugera cette période, elle retiendra sans doute ceci, que dans les moments les plus sombres de la République, il se trouve toujours quelqu'un pour défendre ses valeurs. Même si cela ne dure que 24 heures, même si le prix à payer est énorme, même si l'avenir reste incertain, Sébastien Lecornu n'aura été premier ministre qu'une journée, mais cette journée aura sauvé la démocratie française.